Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver sur Un parfum littéraire. Après une longue absence, vous aurez compris que la régularité, ce n'est pas mon fort et que je vais privilégier très largement la qualité à la quantité sur cette chaîne. Alors, je reviens pour vous parler d'une œuvre qui fait pas mal parler d'elle ces derniers temps, hein. France Culture a consacré plusieurs de ses émissions à ce sujet. L'œuvre dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est le livre de la Cité des Dames de Christine de Pisan. Alors, elle a eu cette œuvre un très grand succès à l'époque de sa publication et elle est comme ça, peu à peu, tombée dans l'oubli, comme ça a été le cas pour beaucoup d'autrices qui ont été invisibilisées à travers les siècles, hein, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Et dans les années 80 à peu près, elle a été redécouverte aux États-Unis et ça fait quelques années en France que cette redécouverte est palpable, perceptible, qu'on la retrouve de plus en plus dans des ouvrages consacrés à des écrits dits féministes avant l'heure. Parlerai un petit peu après de l'anachronisme que représente cet adjectif. Et donc, il y a vraiment un regain d'intérêt qui se fait autour de la personne de Christine de Pisan et de son œuvre. Alors, Christine de Pisan, pour la remettre un petit peu en contexte, c'est une femme qui est considérée comme étant la première écrivaine de métier en France. Voilà. C'est-à-dire que c'était une personne qui était payée pour écrire. Et la lutte qui a été celle de cette intellectuelle, elle est malheureusement encore beaucoup d'actualité. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous parler un petit peu d'elle aujourd'hui, puisque nous sommes à une époque où les droits des femmes sont largement menacés partout dans le monde, régressent, hein. Il suffit de voir au Moyen-Orient, il suffit de voir même sans aller voir jusqu'au Moyen-Orient, ce qui se passe en Europe ou ce qui se passe aux États-Unis, dans des pays qui, a priori, n'auraient pas remis en question les droits des femmes dans l'imaginaire collectif, comme quoi. Et c'est d'autant plus important, je crois, que je suis tombée sur les chiffres du rapport annuel sur l'état du sexisme en France en 2026, je vous mettrai le lien quelque part, et c'est extrêmement alarmant. Vous avez également sur les réseaux sociaux des communautés masculinistes qui poussent comme de la mauvaise herbe un petit peu partout. Ils ont fait des tests et ont montré que, sans aucun en étant parfaitement neutre, si on installe TikTok, en un laps de temps extrêmement court, on tombe sur ce type de contenu. Voilà, rassurant. Ça me semble donc plus que nécessaire de parler de cette œuvre aujourd'hui. Je ne vais pas m'étendre sur la vie de Christine de Pisan de trop, je vais dire ce qu'il est essentiel de connaître. Comme souvent, hein, vous l'aurez compris, ce qui m'intéresse, c'est pas tant les biographies des écrivaines et des écrivains, mais vraiment ce qu'ils ont fait. Donc, elle était italienne, elle a été élevée en France. Pourquoi en France? Parce que à la cour, pardon, de Charles V, puisque son père était médecin et astrologue du roi. Elle a donc grandi à la cour. Elle a reçu une éducation complète, ce qui ne plaisait pas du tout à sa mère, mais qui ravissait en revanche son père. Donc, il y a déjà, de par cette expérience familiale, un témoignage qui est l'intériorisation des stéréotypes de genre par la mère de Christine de Pisan. Je cite la Cité des Dames. Ton père ne pensait pas que les femmes deviendraient plus mauvaises en apprenant les sciences, bien au contraire. Il prenait grand plaisir à voir ton inclination pour les lettres. Ce furent les idées féminines de ta mère qui voulaient t'occuper à filer selon l'habitude commune des femmes qui t'empêchèrent d'approfondir et d'étendre des connaissances durant ton enfance. Donc ces stéréotypes genrés, ils sont imposés bien sûr par le patriarcat à l'époque, mais aussi évidemment par l'Église. Pour la petite anecdote, son père voulait un fils, en fait, et il a eu une fille, et il a dit, bah, qu'à cela ne tienne, je vais lui donner la même éducation. Voilà, donc on avait un homme progressiste pour l'époque, ça vaut le coup de le souligner, puisque c'était quand même suffisamment rare à l'époque. Les historiennes et historiens peuvent me reprendre au besoin, évidemment. Donc, Christine de Pisan, elle va évoluer dans les hautes sphères de la société, ce qui va lui permettre d'être au contact de rois, de reines, de nobles, donc d'être le témoin privilégié en fait de cette société chrétienne et le témoin également d'événements historiques majeurs, très importants,
Par ailleurs, elle va pouvoir avoir accès à de nombreux ouvrages. Je rappelle, si besoin était de le dire, que le fait de lire, le fait d'être lettré, c'était réservé à une certaine, caste sociale. Tout le monde n'était pas capable de lire. Christine de Pisan, elle, elle va avoir accès à beaucoup, beaucoup d'ouvrages et ça va lui permettre de tisser des liens, en fait, entre son œuvre et d'autres œuvres. Donc on va retrouver de l'intertextualité, avec, Saint-Augustin, avec Boccace, avec Dante, enfin voilà, il y a beaucoup de, avec Ovide aussi, voilà, il y a beaucoup d'ouvrages qui vont faire écho au texte de Christine de Pisan, au texte au pluriel. C'est donc une très forte richesse intellectuelle qu'elle va posséder et pour nourrir ses réflexions, en plus de ce bagage-là, elle va malheureusement être confrontée à une tragédie personnelle puisqu'elle va se retrouver veuve et orpheline à 25 ans avec 3 enfants et on va dire que son père et son époux n'étaient pas de fins gestionnaires, on va le dire comme ça. Et du coup, elle va se retrouver avec donc 3 enfants à charge et des créanciers qui vont lui courir après pendant des années, puisque les veuves étaient des proies faciles hein, pour ces personnes-là à l'époque. Sauf que Christine de Pisan ne va pas se laisser faire, elle va se battre, ça va durer plusieurs années, une dizaine d'années je crois si je me souviens bien. Et en fait, elle va donc s'en sortir et elle va choisir de ne jamais se remarier et de rester seule. Elle va revendiquer son célibat et je trouve ça non seulement admirable mais extrêmement important pour bien comprendre son œuvre, c'est-à-dire que par là, elle se retrouve complètement libre. On est à une époque où la femme est considérée, elle est mineure à vie en fait, voilà. C'est-à-dire qu'elle est d'abord sous le joug de son père, puis elle est sous le joug si le père meurt de son frère, et lorsqu'elle va quitter le domicile familial, ça va être pour être sous l'autorité du mari. Voilà, formidable. Et donc, Christine de Pisan, elle va s'élever contre ça, elle va dire non, bah en fait, Solette je suis, Solette je resterai. Elle va donc publier en 1407 l'ouvrage La Cité des Dames, dans lequel elle va mettre à l'honneur la gente féminine. C'est un texte qui est présenté aujourd'hui de façon anachronique comme féministe, j'en parle dans 30 secondes, et déjà à l'époque, c'était scandaleux, voilà, vraiment. C'est-à-dire que je vais expliquer un petit peu en quoi c'était scandaleux juste après, mais ça a fait couler beaucoup d'encre et il y a beaucoup d'hommes qui se sont élevés contre Christine de Pisan et contre ses ouvrages. Alors, pourquoi féministe? Déjà, c'est anachronique parce que le terme est apparu au 19e siècle, voilà, et ça se définit, donc vraiment définition dictionnaire. Ça se définit comme un mouvement social qui a pour objet l'émancipation de la femme, l'extension de ses droits en vue d'égaliser son statut avec celui de l'homme, en particulier dans le domaine juridique, politique et économique. En ce sens, en effet, la Cité des Dames est féministe dans le contexte du XVe siècle. Et c'est hyper important de préciser ça. C'est-à-dire que moi, je l'ai lu avec mon regard de femme du XXIe siècle, et il y a des fois, j'étais là, ouais, la posture, elle est quand même non seulement conservatrice, mais carrément anti-féministe là. Mais c'est un regard de femme du XXIe siècle sur une époque qui n'est clairement pas celle du XXIe siècle. Donc il faut vraiment garder le contexte sociopolitique de l'époque et apporter de la nuance. Voilà, est-ce qu'on pourrait nuancer un petit peu les propos en ce moment? Ce serait pas mal. On est dans une société qui est régie par l'Église, je l'ai dit, qui est régie par les hommes, qui est régie par la violence, qui est régie par la guerre. Enfin, vraiment, il fait pas forcément très bon vivre au XVe siècle en France lorsque on est en plus particulièrement une femme. Donc pour l'époque, Christine de Pisan a tenu un discours féministe, progressiste, d'accord, dans le contexte patriarcal et misogyne qui était le sien. Elle ne s'est d'ailleurs pas arrêtée à la Cité des Dames. En fait, au total, elle a écrit 4 livres pour défendre les femmes et la gente féminine face aux hommes. Pour donner un petit peu ça fait être une femme de caractère. À mon avis, il ne fallait pas trop la chercher. Donc, vous avez l'Épître aux dieux d'amour en 1399, l'Épître du débat sur le roman de la rose en 1402, dont je parle juste après, la Cité des Dames évidemment, et le livre des 3 vertus qui vient ensuite. Donc, concernant le roman de la rose, pour celles et ceux qui ne le savent pas, le roman de la rose, c'est le roman courtois du Moyen-Âge. Si on veut avoir les codes de l'amour courtois, on lit le roman de la rose. Mais le roman de la rose, il a été écrit en 2
temps, en 2 parties. Vous avez 2 auteurs et la deuxième partie, elle a été écrite par Jean Demain et c'est contre Jean Demain que Christine de Pisan va, comment le dire, gentiment, va se révolter. Voilà, en gros, elle va affirmer que, l'amour courtois, c'est une tromperie et que si les femmes, elles étaient si bêtes, pourquoi il y avait besoin d'un pavé aussi gros, pour expliquer aux hommes comment tromper les femmes? Il y a comme une incohérence à ce moment-là. Donc au début du XVe siècle, bah, il y a pas à dire, ça devait quand même envoyer. Donc la querelle sur le roman de la rose, je n'en parlerai pas ici. Heu, il y a plein de choses autour de ça que vous pourrez aller regarder. Moi, je vais m'intéresser uniquement à La Cité des Dames. Et je vais, pour étayer et appuyer mon propos, me baser sur l'édition de Honoré Champion. Les Champions classiques, ce sont des éditions qui sont absolument géniales. Et donc cette édition, elle a été annotée par Claire Leninan et Anne Popper, qui sont toutes les deux des médiévistes, donc spécialistes du Moyen-Âge, et toutes les deux spécialistes plus particulièrement de Christine de Pisan. Voilà. On est parti pour l'analyse. Alors, j'ai évoqué tout à l'heure l'intertextualité qui était présente dans le livre. Eh bien, ça commence avec le titre. Pourquoi avec le titre? Eh bien, parce que la Cité des Dames, ça fait référence de façon explicite à la Cité de Dieu de Saint Augustin. Il y a donc une volonté là explicite de l'autrice de s'inscrire, et je vais donc citer les universitaires que j'ai nommés à l'instant, de s'inscrire dans une histoire chrétienne, politique et philosophique. C'est-à-dire que Christine de Pisan, elle est très au fait de ce qu'elle est en train d'écrire, elle le revendique et elle veut vraiment que son ouvrage reste. Voilà. De fait, on est 600 ans après, bah il est resté, même s'il y a eu une forte période d'oubli. En plus de ça, c'est une œuvre qui va hériter d'un cadre formel à l'époque qui est celui du songe allégorique. C'est-à-dire que Christine de Pisan, elle va se mettre en scène en indiquant qu'elle était à l'étude et que 3 dames lui sont apparues, 3 allégories, raison, justice et droiture. Et ça va être à travers des dialogues faits de questions-réponses, dans lesquels Christine de Pisan apparaît comme faussement naïve, que vont se développer les argumentaires qui visent à détruire les arguments misogynes et patriarcaux de l'époque. Ça emprunte donc à la disputatio, qui est très très à la mode également à l'époque. Et le fait de faire parler des allégories, tout de suite, ça va donner des arguments, une posture d'autorité, en fait, de facto, au discours que ces allégories vont tenir. De plus, ce sont des discours qui sont longs, voire très longs, auxquels vont s'opposer les prises de parole de Christine de Pisan qui, elle, enfin, globalement pose des petites questions toutes mignonnes, comme un enfant qui dirait «Mais ça, comment il dit ça? Donc est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai?» Voilà, bon, généralement, enfin, systématiquement, c'est «Alors non, c'est pas vrai et maintenant je vais t'expliquer pourquoi». Rah Et là, on a plusieurs pages où il y a une démonstration qui montre que, bah, effectivement, les arguments misogynes sont éclatés au sol. Voilà, pour le dire un petit peu familièrement. Sur la suite de l'intertextualité, j'ai évoqué Dante en introduction. Il y a 3 allégories, donc en fait, elle va diviser son œuvre en 3 temps, un petit peu comme Dante le fait avec l'enfer, le purgatoire et le paradis, même si tout le monde ne connaît que l'enfer, il y a bien 3 parties hein, dans la comédie, la Divine Comédie de Dante. Et chaque allégorie va donner des arguments qui sont en lien avec ce qu'elles incarnent. Donc on va avoir raison qui avance des arguments rationnels, oui c'est ça, droiture qui va évoquer des arguments moraux, hein, axés sur la vertu, et justice, elle va ajouter à ça, alors on parle de justice divine en fait, hein, c'est pas la justice, pas la justice des hommes, donc ça va être des arguments qui vont être de l'ordre du divin, du spirituel. C'est sans compter d'autres arguments qui viennent s'insérer, par exemple, sur la force, physique des femmes. Il y a une grande partie qui est consacrée à ce sujet et chaque argument, qui en soi, en lui-même, est assez court, hein, va être suivi d'une longue, longue, longue liste d'exemples qui parfois peuvent même être lus de façon indépendante. C'est-à-dire il y a des exemples qui sont des récits de vie de femmes qu'on a complètement oubliés. Moi, j'ai appris un nombre de choses sur l'histoire des femmes, des grands noms de chevaleresses, de femmes politiques, et cetera. Vraiment, c'est une mine si vous voulez un petit peu connaître. Alors, bien sûr, tout ça sert un propos, hein, je vais en parler juste après, mais
Le but, c'est quand même pour Christine de Pisan un but pédagogique et didactique. Donc parfois elle remanie un petit peu les choses à sa sauce, ben, parlons-en maintenant d'ailleurs, en par exemple modifiant certaines histoires, en effaçant ce qui ne va pas servir son propos, donc c'est orienté, voilà, c'est orienté. Comme d'habitude, on croise les sources, comme d'habitude, on confronte différentes histoires pour avoir une idée globale du puzzle. Bref, c'est quand même une mine d'informations pour redécouvrir en fait, les grandes figures de l'histoire autrement que par un biais, heu, masculin. Voilà. Donc ce sont des chapitres qui, en dépit de certains exemples qui sont très longs, sont relativement courts. Par contre, pour une lectrice ou un lecteur du XXIe siècle, je pense que ça peut être un petit peu lassant quand bien même les chapitres sont rythmés parce que la structure, c'est toujours la même. Voilà, nous, on a l'habitude maintenant, que ce soit au cinéma, que ce soit au théâtre, ou que ce soit tout simplement dans la littérature, on a l'habitude de nombreux rebondissements. Voilà, c'est jamais linéaire, c'est bam, 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 ça part dans tous les sens. Là, non. Là, il y a une structure, et ben, on va suivre la structure tout le long du livre. Voilà. Donc, ça peut être un petit peu linéaire. Bref. Pour construire donc son argumentaire, je vous l'ai dit, elle va puiser dans différentes histoires de femmes. Alors, il y a des références, des sources historiques, il y a des sources littéraires et il y a des sources mythologiques. Je vous rappelle que c'était une femme lettrée qui a eu accès à de nombreux ouvrages dans sa vie. Donc, elle sort pas ça de son chapeau, pouf, c'est magique. Non, elle va plusieurs fois citer Boccace, par exemple, essentiellement. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de références à Boccace. Donc, elle sait de quoi elle parle. Et les modifications qu'elle va en faire, plutôt que de parler de réécriture, parce que je pense qu'il y en a qui pourraient parler de réécriture, j'y vois plutôt une sorte de female gaze avant l'heure. Là encore, je parle de façon parfaitement anachronique, hein, donc female gaze, male gaze, je vous invite à aller regarder ce dont il s'agit. Très vulgairement, male gaze, point de vue masculin, female gaze, point de vue féminin. Et donc, elle va déplacer le point de vue porté sur l'histoire de façon féminine, c'est-à-dire en réorientant, si vous voulez, la caméra, de sorte que les femmes ne soient pas oubliées et de sorte qu'on prenne en considération leur point de vue. S'il y en a que ça intéresse, je vous conseille par exemple, pour se rendre bien compte de ce que ça peut être un female gaze, de lire Le silence des vaincus, qui est le point de vue de femmes lors de la guerre de Troie. Ça remet les choses en perspective, hein, clairement. Alors, un exemple de female gaze, eh bien, ça va être la déification des femmes. Alors là, je vais surtout prendre mon analyse. Rapidement, Christine de Pisan, elle dit voilà, Isis, par exemple, Déméter, Nicostrate ou Carmenta étaient des femmes au départ qui ont été déifiées par des hommes parce qu'ils étaient très admiratifs de ce qu'elles ont fait. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Allez-vous me dire, et vous aurez raison. Déméter, bon, on la connaît comme étant une déesse olympienne, hein, jusque-là, ça va pour tout le monde. Elle aurait été en vérité donc une reine de Sicile qui, la première, je cite, découvrit la science et la technique de l'agriculture qu'elle enseigna à son peuple. Isis, qu'on connaît là encore comme une déesse égyptienne, aurait été une reine d'Égypte, c'est ça, qui aurait inventé les hiéroglyphes. Et enfin, Nicostrate ou Carmenta, elle aurait inventé l'alphabet. Et donc, et là ça va être mon interprétation, j'aurais tendance à dire que cette déification, elle se fait à double tranchant. C'est-à-dire que certes, ça prouve l'admiration des hommes, mais en les déifiant, est-ce qu'on ne priverait pas finalement ces femmes de ce qui a fait précisément toute leur importance? Puisque si ça sort, si l'idée sort d'un esprit divin, c'est que par essence, ça ne peut pas sortir d'une simple ou d'un simple mortel, puisque c'est une idée divine, donc quelque chose qui est au-delà du commun des mortels. Donc Christine de Pisan, elle présente ça comme étant, on les a divinisés parce que c'est génial. Moi, j'aurais tendance à rajouter: «Oui, mais du coup, on efface complètement l'importance des femmes puisque ce seraient des idées divines et ce ne seraient plus des idées venant de femmes réelles». En 2 mots, la déification priverait les femmes réelles de leur capacité intellectuelle. Je pense que je peux pas mieux le dire. Voilà, et donc face à ces arguments, qui sont quand même des arguments de poids, je vous rappelle qu'on est au début du XVe siècle, elle va se prémunir contre des attaques potentielles d'hommes qui diraient: elle dit n'importe quoi, la Christine de Pisan a craqué». Elle va affirmer que: «Ah mais j'invente rien,
regardez, Boccace, il a dit avant moi, et Boccace, c'est un homme. Donc si c'est un homme qui l'a dit, ben, on peut le croire sur parole. Le poids et la puissance de la parole masculine, j'y reviendrai plus tard. Je vais conclure sur cette idée-là de déification en parlant donc de Carmenta. Elle va dire, grâce à elle, donc Carmenta, les hommes, même s'ils ne le reconnaissent pas, ont été retirés de l'état d'ignorance et emmenés à la culture. Grâce à elle encore, ils peuvent envoyer aussi loin qu'ils le souhaitent leurs pensées les plus secrètes et communiquer leur volonté. Ils connaissent ainsi le passé, le présent, parfois même l'avenir. Grâce à l'invention de cette femme, qui serait donc l'alphabet, les hommes peuvent encore établir des accords, se lier d'amitié avec des personnes vivant au loin. Par les réponses qu'ils se font les uns aux autres, ils peuvent se connaître sans jamais s'être vus. En somme, on ne saurait dire tous les bienfaits dont on est redevable à l'écriture, car elle décrit, fait connaître et comprendre Dieu, les choses célestes, la mer, la terre, tous les êtres et toutes les choses. Je te le demande donc, ô toi, petite Christine naïve, elle le dit pas ça, hein. A-t-il jamais existé un homme à qui l'on doive davantage? On constate vraiment qu'il y a une volonté très assumée de Christine de Pisan de remettre les femmes au centre de l'histoire et de redonner à leurs actes et leurs inventions la place qu'elles méritent. Alors, parlons maintenant des arguments à proprement parler. Certains, je vous l'ai dit, hein, pour l'époque, sont parfaitement féministes. Au hasard, l'éducation, dont j'ai dit un petit mot en introduction, la citation la plus connue de Christine de Pisan, je pense, et moi c'est celle que j'ai découvert en premier, c'est-à-dire que Christine de Pisan, je l'ai découverte il y a quelques années lorsque, en lycée, j'ai été amenée à travailler sur Olympe de Gouges. J'avais prévu donc préparer tout un cours sur le féminisme, et j'étais tombée sur cette citation de Christine de Pisan, que je vous donne. Si c'était la coutume d'envoyer les petites filles à l'école et de leur enseigner méthodiquement les sciences, comme on le fait pour les garçons, elles apprendraient et comprendraient les difficultés de tous les arts et de toutes les sciences tout aussi bien qu'eux. On est au tout début du XVe siècle, je veux dire, c'est quand même aller à l'encontre de tout ce qui se dit dans la société, de l'intériorisation, non seulement par les hommes, mais aussi par les femmes, des interdits éducatifs qui concerneraient les filles. Voilà, je vous l'ai dit, sa mère, elle ne voulait pas qu'elle reçoive une éducation qui soit une éducation masculine. C'est son père qui a dit: «Bah, en fait, on s'en fout, elle va recevoir une éducation comme un mec». Voilà. Et cette intériorisation, là où c'est toujours d'actualité, c'est que je suis allée chercher quelques chiffres là sur, le site du Sénat et de la vie publique, sur le nombre de filles dans les filières scientifiques, en 2025 je crois. Alors, j'espère que vous êtes assis parce que ça fait mal. Donc, 17% des bachelières poursuivant des études optent pour des disciplines scientifiques contre 44% des garçons. Il n'y a que 20 à 25% de femmes dans les classes préparatoires scientifiques et les écoles d'ingénieurs. Plus tard, donc, dans la vie quotidienne, ça se traduit encore par des femmes qui vont dire, ou des hommes, hein, qui vont dire que elles ne peuvent pas réaliser telle ou telle tâche parce que c'est un truc de mec ou ce n'est pas fait pour les femmes. Je vous donne encore un exemple éducatif. On a présenté, c'était en école, je sais plus si c'était en école primaire ou en collège, un exercice qui était le même à différentes classes. Dans un cas, c'était présenté comme un exercice de dessin, dans l'autre cas, c'était présenté comme un exercice de géométrie. Lorsque c'était présenté comme un exercice de dessin, les filles ont très bien réussi. Pas les garçons. Dans l'autre cas, quand ça a été présenté comme un exercice de géométrie, je vous le donne en mille, celles qui n'ont pas réussi sont les filles, ceux qui ont réussi sont les garçons. Voilà, donc c'est vraiment, vraiment, vraiment encore d'actualité, et il y a un vrai travail à faire, et je sais que c'est un des chevaux de guerre de l'éducation nationale. Encore faut-il que l'éducation nationale donne les moyens à ses professeurs de mettre ça en œuvre. Voilà, ça c'était gratuit. Passons. Revenons à la Cité des Dames. Donc, elle va rendre, je l'ai dit, ses lettres de noblesse aux femmes intellectuelles et scientifiques du passé, et elle va aller jusqu'à affirmer, et j'ai trouvé ça vraiment très culotté de sa part, que les femmes, la jante féminine est plus intelligente que la jante masculine, et qu'il s'agit en fait d'une volonté divine. Oui, oui, parce que, bah, en gros, les femmes, elles sont plus faibles physiquement, donc il a bien fallu compenser, et cette compensation, elle s'est faite en donnant plus d'intelligence à celles qui étaient plus faibles physiquement.
Voilà, je trouvais ça très drôle. Elle va citer beaucoup de femmes politiques et chevaleresses, et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant, parce qu'elle prouve par là que, bah, oui, en fait, les chevaleresses, déjà, généralement, on sait pas que les chevaleresses, elles ont existé. J'ai des gamins tous les ans, auxquels j'apprends ça: «Mais madame, ça existe pas». Bah, si, il y a pas eu que Jeanne d'Arc, en fait. Jeanne d'Arc, c'était une parmi, beaucoup d'autres. Alors certes, c'était pas la majorité, mais enfin, elles ont existé. Elles pouvaient être des femmes politiques. Là, c'est pareil. On entend quelques femmes, on a quelques femmes connues, genre Aliénor d'Aquitaine, on connaît, Catherine de Médicis, mais enfin ça reste quand même à la marge. En fait, des femmes de pouvoir, il y en avait beaucoup au Moyen Âge et ça commençait par le fait que les hommes étant à la guerre, bah, fallait bien quelqu'un pour s'occuper des terres et ces quelqu'un, c'était les épouses, des hommes. Donc en fait, elles étaient parfaitement capables de prendre des décisions politiques, de gérer des fiefs, et cetera, et cetera. Elle propose donc, je vous l'ai dit, une relecture théologique de la Bible et comme si ça suffisait pas, elle va vraiment dresser un portrait au vitriol, vraiment au vitriol des hommes. Alors, petit petite liste, de tout ce qu'elle leur reproche. 1. Elle constate leur absence face à la maladie de leur femme. 2. Elle dénonce les violences conjugales. 3. Le fait que la parole des hommes ait plus de poids que celle des femmes. 4. Elle va qualifier le comportement des hommes de violent, de fourbe, de vicieux, de malhonnête. 5. Elle va donc renverser tous les arguments patriarcaux et sexistes. Je sais plus à combien je suis, on va dire 6. Elle se dit en faveur d'une loi qui condamnerait à mort les auteurs de viol. Je cite: On promulgua une loi condamnant à mort tout homme qui violerait une femme. C'est une peine légitime, morale et juste. Voilà, amen. Et en fait, j'ai été frappée par l'actualité de ces arguments. C'est-à-dire que j'ai même trouvé ça effrayant de constater que 600 ans après, sur les grandes questions féministes, on n'a que très très peu bougé, puisqu'il y a des rhétoriques qu'on retrouve dans les discours masculinistes d'aujourd'hui. Donc, je reprends dans l'ordre. Elle dénonce l'absence des maris face à la maladie en posant une question que j'ai trouvée tout à fait pertinente. En ce qui concerne les maris qui sont tant abattus par la maladie de leur femme, dis-moi, où peut-on les trouver? Réponse: nulle part. J'ai regardé là encore, les chiffres. À l'annonce d'un cancer ou d'une maladie grave, les femmes ont 6 fois plus de risques que les hommes de se séparer de leur conjoint. Selon certaines études, la moitié des femmes touchées par un cancer du sein sera quittée dans les mois qui suivent. Voilà, une des premières choses que va dire un médecin à une femme qui est atteinte d'un cancer, c'est: «Préparez-vous à être quittée». C'est horrible, d'accord? Alors certains vont me dire: «Oui, mais ça veut dire que 50 des hommes restent». Oui, mais ça veut dire que 50% des hommes partent. Voilà. Ouh là là, ça devient dur. Courage, fuyons. Ça m'agace un peu, vous l'aurez compris. Ensuite, sur les violences conjugales, là pareil, je cite: Tu sais toi-même combien de femmes on peut voir par la faute d'un mari cruel user leur malheureuse vie dans les chaînes d'un mariage où elles sont encore plus maltraitées que les esclaves. Je suis allée chercher des chiffres sur les féminicides depuis quelques années. Donc les sources, vous avez Nous Toutes et vous avez féminicide.fr. Donc là, ce sont des féminicides officiels, d'accord? Donc je ne prends pas en compte tous ceux qui en sont, mais qui ne sont pas reconnus comme tels. En 2023, nous en avions 103. En 2024, nous en avions 141. En 2025, nous en avions 164. Oh tiens, ça monte de façon exponentielle. Et en 2026, à la date du 13 mars 2026, on en était au minimum à 15. Le tout sachant que la moitié des personnes, des femmes, avaient déjà dénoncé, signalé les violences et que plus de 80% d'entre elles avaient déjà porté plainte. Voilà. Donc en fait, les féminicides, c'est pas un sujet nouveau. Christine de Pisan, elle en parle déjà, en prenant comme exemple notamment le fait que si une femme est soupçonnée, elle l'a pas fait, elle est soupçonnée d'infidélité, le premier réflexe d'un homme, de son conjoint, de son époux, ça va être le meurtre. Voilà, il va l'assassiner. Tout simplement. Et c'est normal, tout va bien. Je suis extrêmement ironique, mais parce que ça me révolte. Voilà, 600 ans après, on en est au même point. Concernant les viols, sans transition, elle évoque des arguments qu'on entend encore aujourd'hui dans la bouche de certains masculinistes. Oui, 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 oui. Je vous le donne en mille. Donc, les femmes voudraient être violées. Il ne leur déplairait pas d'être forcées. Elle va s'appuyer donc sur de nombreux exemples hein, pour montrer que bah non, en fait, c'est n'importe quoi. L'argument du elles disent non, mais elles pensent oui, ça n'existe pas. Et pour ça, elle va s'appuyer sur des histoires de femmes qui ont préféré le suicide au risque d'être violées. Voilà, quand tu préfères la mort au viol, ça en dit long sur ce qu'est un viol. Je rappelle à toutes fins utiles qu'un viol est considéré comme une arme
de guerre. Voilà. Je continue. Non, vous sentez que ça m'agace? Alors, la parole des hommes, ensuite, qui a plus de poids que celle des femmes, elle va l'expliciter à travers l'histoire de Florence la Romaine. Donc, Florence la Romaine, fidèle à son époux, est courtisée par son beau-frère. Elle refuse les avances de son beau-frère et son beau-frère va la dénoncer. Alors, je ne sais plus en quoi consiste la dénonciation, si c'est un adultère ou pas, je me souviens plus, je l'ai pas relu avant de faire la vidéo, oui je sais, shame, mais en fait, ça montre juste, ça prouve que elle va bien sûr se défendre, hein, Florence, en disant bah non, en fait, ça s'est jamais passé. Est-ce qu'on va la croire? Non. Voilà. Est-ce que lui, on va le croire? Évidemment. Ça ne fait que rejoindre ce qu'on constate aujourd'hui, à savoir que si vous connaissez quelqu'un qui est victime de viol ou de violence, quelle qu'elle soit, et que vous lui dites mais pourquoi est-ce que tu portes pas plainte? Pourquoi est-ce que tu dis rien? Bah parce qu'en fait, la première réaction, c'est on ne vous croit pas. Est-ce que vous pouvez nous prouver, s'il vous plaît, que ce que vous dites est vrai et que le pauvre, il n'est pas innocent? Je caricature, hein, vraiment, je grossis le trait, mais c'est ça en fait. C'est-à-dire que combien de fois on entend dans les médias oh là là, ce sont des femmes qui veulent détruire la carrière d'un homme, ce sont des mythos. Nanana. Je rappelle qu'il y a 2% de plaintes pour viol qui sont fausses. Ça veut dire que vous avez presque 100% des plaintes pour viol qui sont vraies. Voilà. Et le nombre de condamnations pour viol se trouve en dessous de la barre des 5%. Alors, on n'invente pas, je crois que les gens ne se rendent pas compte, on n'invente pas en fait le fait d'avoir subi un viol. C'est pas une partie de plaisir d'aller raconter au commissariat ce qui s'est passé par le menu détail, d'être confronté ensuite à son agresseur. Je vous conseille d'ailleurs, donc là je parle de viol, mais c'est pour les violences conjugales, c'est pareil, Arte a sorti un super documentaire là-dessus pour voir comment est-ce que ça se passe dans une cour de justice. Et ben je peux vous assurer que ça refroidit. Quand on voit la façon dont les femmes sont traitées par la justice, c'est dur. C'est vraiment très dur. Bref, toujours est-il que Christine de Pisan, elle dénonce le fait qu'on accorde plus de parole aux bourreaux plutôt qu'aux victimes. Pour compléter ce cahier à charge envers les hommes, elle a plusieurs sentences qui vont se passer de commentaires. Mais je vais me faire plaisir quand même, hein, je vais vous les donner. Jamais il n'exista une seule femme aussi perverse que l'ont été une foule d'hommes. Ce ne sont point elles qui commettent les atrocités et les exactions qui bouleversent continuellement le monde. Alors là, spéciale dédicace à Trump, Poutine, Netanyahou, Kim Jong-un, etc., etc. N'ont-ils point honte d'ouvrir la bouche quand ils voient que les affaires importantes qui sont à leur charge, et non à celles des femmes, sont menées avec tant d'inconstance et de légèreté qu'on les croirait d'un enfant? Vous voyez à qui je pense? Voilà. L'énorme avarice de tant d'hommes cause et produit plus de malheur dans le monde que jamais n'a fait celle des femmes. Arnaud Bernard, salut mon gars. Voilà, tu te reconnais là-dedans? Pardon, je suis tellement agacée. Ce n'est pas les femmes que l'on doit blâmer si les fous en abusent. Elle portait une jupe, c'est sa faute. Si tu fais bien le compte, tu trouveras parmi les enfants indignes bien plus de fils que de filles. Bref, voilà, j'en passe et des meilleurs. On voit vraiment que les hommes sont... c'est vraiment... C'est Belzébuth, quoi. C'est le diable incarné. Elle évoque par ailleurs le fait que si les hommes blâment les femmes, ça m'a beaucoup fait rire, c'est, je cite, parce qu'ils ont connu ou rencontré de nombreuses femmes de plus grande intelligence et de plus noble conduite que la leur. Et ils en ont conçu amertume et rancœur. Oh, les pauvres petits, ouin, ce sont des enfants en fait. Oh, c'est pas juste, elle est plus intelligente que moi, greu, bah du coup je l'aime pas. Voilà, vous avez compris? Pareil, je suis dans la caricature, hein, mais au moins la caricature a cet avantage, c'est que elle fait en sorte que ce soit très clair pour tout le monde. C'est ce qu'on, en gros, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui la masculinité fragile. Hein. C'était déjà conceptualisé il y a plus de 600 ans. C'est pour ça que c'est une œuvre qui vraiment est bouleversante à lire. C'est-à-dire que les arguments rhétoriques masculinistes, ils sont séculaires. Ils sont actualisés, ils sont modernisés si vous voulez, ils sont contemporains de notre époque, mais dans le fond, ce sont des arguments du Moyen-Âge. Et donc, l'égalité entre les hommes et les femmes, on constate que même s'il y a du mieux, on est loin du compte. Voilà. J'ai terminé pour l'aspect je m'énerve.
Les limites maintenant, donc ça c'est absolument génial quand on découvre ce livre et qu'on voit que, ça fait 6 siècles et que c'est encore d'actualité, enfin c'est une mine vraiment, pour le faire étudier aux gamins, pour, le faire lire à des personnes qui ne se rendent pas compte qu'en fait, le féminisme c'est pas juste, pour reprendre certains discours, une lubie, qui date, du XXe siècle, pas du tout en fait, c'était déjà là il y a extrêmement longtemps. Donc malgré tout, malgré le fait qu'on ait des arguments qui soient hautement révolutionnaires pour l'époque, il y a des limites qui sont très claires. La première d'entre elles, c'est que Christine de Pisan, à aucun moment, elle n'invite à la révolte. Je vous l'ai dit en introduction, c'est féministe pour le XVe siècle, dans le contexte du XVe siècle. On est dans une époque qui est très religieuse, Christine de Pisan ne fait pas exception. Et donc, pour elle, la femme ne doit pas se révolter, la femme doit rester soumise à son mari, elle doit endurer tous les mauvais traitements en espérant une récompense divine. J'espère qu'il existe parce que sinon, ça fait mal. Donc en gros, elle doit dire amen à son tortionnaire et puis espérer que dans l'au-delà, elle sera récompensée, quoi. Bien, donc aujourd'hui, on imagine bien que pour quelqu'un du XXIe siècle, ce genre de propos, ça passe pas trop. Les femmes, elles doivent rester douces, sages, loyales avant tout pour conserver leur honneur et leur vertu. On est bien au XVe siècle, il n'y a pas de doute. Elle conseille donc de vivre, je cite, honorablement dans la vertu et la modestie, et les jeunes filles doivent rester pures. On est très 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 loin d'une femme qui serait libérée de ces chaînes, puisque finalement la chaîne la plus conséquente, c'est de la religion, c'est le joug ultime contre lequel eh bien, les femmes des siècles suivants vont toujours, hein, avec avancée, recul. Je vais pas vous faire une histoire du féminisme, mais t'as 3 pas en avant, 2 pas en arrière, 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Enfin voilà, c'est fatigant, c'est fatigant. Dans les siècles suivants, les femmes vont essayer de se libérer de ce joug religieux avec plus ou moins de succès. Et là encore, ça nous permet de voir que on retrouve ça encore aujourd'hui. Sa conclusion à Christine de Pisan, ça va être de fuir les hommes. Ça fait écho à ce qu'on a vu beaucoup ces derniers temps, à savoir il faut protéger vos filles. Bon, en réaction à ça, sur les réseaux sociaux, se sont élevées des voix qui disaient non, 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 le problème c'est pas protéger vos filles, le problème c'est éduquer vos fils. Et ça, elle n'en parle pas non plus, Christine de Pisan. À aucun moment, elle ne remet en question l'éducation des garçons. Elle parle du fait que l'éducation des filles devrait être différente, mais l'éducation des hommes dans leur rapport aux femmes, il n'y a rien à dire. Limite, limite. Donc, tout ça pour dire, pour conclure, je crois que c'est une œuvre qui, aujourd'hui, mérite très très largement d'être lue, pour ne pas oublier que les droits des femmes, ils ne sont en fait absolument pas acquis et que après 6 siècles, on se retrouve avec des problématiques qui sont les mêmes et qu'il serait peut-être plus simple, plutôt que d'être dans un duel entre les hommes et les femmes, il serait peut-être plus facile de travailler ensemble. Voilà, donc qu'est-ce que je veux dire par travailler ensemble? Ça veut dire que ceux qui sont privilégiés depuis toujours, en l'occurrence les hommes, reconnaissent ces privilèges et acceptent d'écouter les témoignages des femmes qui, elles, ne sont pas privilégiées par rapport à eux et subissent le patriarcat et la misogynie au quotidien, pour que finalement, c'est que à cette condition, je crois, qu'on pourra obtenir une place d'égale. C'est-à-dire qu'il doit y avoir, de leur côté aussi, un espace. Alors, je dis pas que c'est facile, quand on a des privilèges et qu'on les remet en question, ça déstabilise, c'est normal. Donc le premier réflexe, c'est de dire: «Oh là! Non, mais moi je suis pas comme ça». C'est un problème systémique, ce n'est pas un problème individuel. Et si vous pensez que moi je suis pas comme ça et que tout de suite c'est un réflexe de défense, c'est qu'il y a bien quelque chose qui, en vous indique que, ouais, c'est pas moi, mais quand même si on parle de ça, ça fait peut-être écho à des trucs. Voilà. Et j'ai vu passer ça dernièrement, quelque chose qui était très, petite digression, qui était très parlant, qui disait non, en fait, c'est pas, en fait, la violence de certains hommes, elle va servir la majorité des autres qui, du coup, peuvent se présenter juste comme des mecs bien, et ils sont juste des mecs bien parce qu'ils sont pas violents. Est-ce qu'on pourrait revoir la définition de ce que c'est qu'un homme bien? C'est pas juste ne pas être violent, en fait. Voilà, c'est accepter
finalement de désaxer son point de vue. C'est comme dans l'histoire coloniale, c'est-à-dire que, je ferai des vidéos là-dessus d'ailleurs, prochainement. Vous avez le droit de me traiter de woke, hein, aucun problème. On ne peut pas regarder l'histoire uniquement à travers un prisme. On ne peut pas avoir juste une pièce du puzzle. On est obligé de prendre tout en considération pour pouvoir avoir, l'image complète en fait, hein. Une métaphore pas forcément très recherchée, mais enfin je trouve qu'elle est assez parlante. Voilà, donc c'est la même chose en ce qui concerne les rapports entre les hommes et les femmes. Voilà. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que cela vous aura donné envie de découvrir cette très grande érudite du XVe siècle. Merci.